Armée est-elle trop bien pour vous? Ça, c'est une excellente question et je me remercie de l'avoir posée d'ailleurs et pour tâcher d'y répondre, je commencerai par dire qu'il arrive qu'une partie de Warhammer soit assez décevante, de Warhammer ou tout autre wargame d'ailleurs. Il arrive en effet que l'expérience du jeu s'avère très en deçà de l'image que vous en étiez forgée tandis que vous étiez encore en train de peindre et d'assembler patiemment votre armée. Bon. Le plus souvent, dans ce genre de cas, on va prêter des causes extérieures à cette déception. Et à raison d'ailleurs, parce que c'est les plus communes en réalité. Ça peut être des causes telles que le partenaire de jeu qu'on s'est choisi, bon bah voilà, ça colle ou ça colle pas. Hein. C'est comme en amour, ces choses-là, ça se commande pas. Ça peut être dû au scénario, ça peut être dû aux règles de l'édition en cours, à l'instant T, aux règles de chaque armée, etc. Ça peut être dû à l'environnement, par exemple. Vous avez choisi de jouer dans une boutique où il y a un fort passage et ça interfère un peu avec le déroulement de la partie. Vous pouvez même déjà, ça peut être un peu, ça c'est entre les deux, c'est causes peut-être déjà un peu plus internes, propres à soi. Vous pouvez être l'artisan de votre propre déception, en somme, en ayant choisi, je sais pas, par exemple un créneau particulièrement foireux pour disputer votre partie. 14h, 17h, avec des impératifs après, bah c'est une catastrophe annoncée, c'est sûr. Il y a de fortes chances que la partie prenne plus de temps que ça, et si elle est inachevée, ça va être décevant. Enfin bon, ça c'est les causes que je qualifierais d'externes, c'est-à-dire qui ne dépendent pas que de soi et son armée, mais voilà, c'est des facteurs un peu externes, et c'est les plus communs, on va dire. Reste que, il y a aussi des causes que je qualifierais plus d'internes, propres uniquement à soi et son armée, on en est finalement le seul responsable quelque part de cette déception, d'une certaine manière, et ces causes-là sont plus rarement identifiées. Voilà, on les soupçonne moins. Donc, moi, j'en ai été victime néanmoins pour une armée passée. Donc, il y a des chances, assez faibles, je dois le dire, mais pour que ce soit votre cas aussi, ces chances sont quand même présentes. Je partage cette petite expérience dans cette vidéo afin peut-être de vous interpeller là-dessus. On ne sait jamais, ça peut être votre cas. Reste que dans la majorité des cas, les parties de wargame, c'est un bonheur absolu. Reste que, en général, le simple fait de déployer une armée bien, même pas bien peinte, j'allais dire bien peinte, c'est même pas nécessaire, juste correcte. Face à une autre armée, correcte également. Sur une table de jeu aussi, juste correcte sera suffisant. La somme de ces trois corrects, ça produit en général un résultat visuel époustouflant qui est un véritable coup de poing au foie émotionnel. Rien que ça, rien que pour ce spectacle, enfin moi j'adore. Quoi. Ça suffit à justifier l'ensemble de l'expérience et des efforts consentis. Donc voilà, rassurez-vous, si vous n'avez jamais joué encore, ou si vous n'avez pas joué depuis longtemps, la carotte reste là, vous pouvez continuer à peindre, etc. En général, c'est un bonheur absolu. Bon. N'empêche que cette déception peut se produire de manière chronique. Et aujourd'hui, on va parler du rapport à sa propre armée, de son choix d'armée, de la manière par laquelle on est attaché à elle, et à quel point finalement ça peut, paradoxalement, contribuer à la déception lors des parties. Bon. Je vais commencer par vous raconter une petite anecdote, pour illustrer un peu le propos. C'est peut-être vous demander un petit peu quel est le rapport pendant le début de cette anecdote, mais enfin, je vais retomber sur mes pattes à la fin, vous en faites pas. Le rapport sera évident et c'est un exemple particulièrement criant. On a besoin pour cette anecdote de revenir 10 ans, 12 ans, 11 ans en arrière, je ne sais pas trop. Quelque part par là, à peu près, on était en V6, donc voilà, V6 2012, 2013, quelque chose comme ça. Ça nous ramène... Je suis obligé de me référer à des éditions de Warhammer 40 000 pour me resituer temporellement dans ma vie maintenant. J'ai atteint ce stade-là, quand même. Je sais pas quoi en penser, mais enfin, c'est là. On était en V6, donc c'était il y a 10-11 ans. Ok. Bon, quoi qu'il en soit. C'était il y a 10 ans, disais-je, grosso modo. Et je venais de disputer une partie de Warhammer chez un ami. Puis après, j'avais besoin de me déplacer, donc je prends le métro parisien. Avec ma caisse à outils, du coup, contenant mon armée aimantée sous les socles, voilà, parce que je m'étais déplacé avec. Bon, je monte dans la rame de métro, et tout de suite, je sens qu'il va y avoir un peu de grabuge. Ça se sent, ça se lit, ces choses-là, très vite. Ok. En gros, on a un énergumène qui va pas tarder à sortir un couteau pour agresser un couple d'homosexuels. Bon, jusque-là, rien d'alarmant. Je rappelle que la scène se déroule dans le métro parisien.
Enfin, ça ou autre chose, hein, je veux dire, là c'est peut-être un cas de figure un peu plus rare, mais je mets dans le même sac avec, je sais pas, le fait de sauter à pieds joints sur la tête d'une nana parce qu'elle a pas donné son Snapchat, le fait, pourquoi pas d'entamer un viol en réunion en plein jour, enfin, ce genre de choses, quoi. C'est d'une confondante banalité, hein, j'en suis désolé, c'est pas très insolite comme histoire, quoi, puisque c'est très banal, ça se produit absolument tous les jours. Et dans l'indifférence générale, au demeurant. Donc je me doute que voilà, ça va pas vous faire soulever un sourcil, cette histoire, ce début d'histoire, hein, à moins que vous habitiez dans la diagonale du vide, et encore, et encore. Bon. Donc scène très banale, un mec veut égorger des homos dans le métro. Classique. Bien. Reste que... Puis d'ailleurs, petite parenthèse, ce sujet appartiendra bientôt au passé, parce que là... aujourd'hui, on est habitué, mais c'est résolu, je veux dire. C'est bon, terminé avec l'indifférence. La RATP s'est associée à une start-up assez récemment pour proposer une application qui recense les safe space, c'est-à-dire les boutiques, points de vente de tickets et autres commerces privés qui assurent un endroit, voilà, un sanctuaire, si vous voulez, aux victimes d'agressions, voilà, aux gens poursuivis éventuellement par des agresseurs, notamment pour les agressions sexuelles, dont je rappelle, 9 femmes sur 10 déclarent avoir été victimes dans le métro parisien. Bien. Donc, j'ai aucun doute que le problème sera définitivement résolu. Clairement, ça appartiendra au passé. Si vous voyez cette vidéo dans 2 ans, vous ne comprendrez même pas exactement de quoi je parle, quoi. Qu'est-ce qui se passait dans ces temps reculés. Heureusement, voilà. Les safe space sur l'appli de la start-up sont là, donc je pense que toute victime d'agression sexuelle ou en cours ou quoi que ce soit pourra compter sur une Ghislaine qui a reçu une formation de 2 heures consistant à apporter un verre d'eau à la victime pour la préserver parfaitement d'un agresseur déterminé ou d'une horde même de ceux-ci qui ont entamé un viol en réunion et qui comptent bien l'achever. Je suis sûr que ça constituera une barrière extrêmement efficace contre ce genre d'assaut déterminé. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Bon, vous savez, des fois il y a des sujets comme ça, on est tellement dans l'absurde que vaut mieux en rire qu'en pleurer. Hein. Enfin, quoi qu'il en soit, on est dans cette configuration-là, et il se trouve que malgré la présence dans l'équation d'un couteau, j'ai très vite vu, très vite anticipé, avec le rabat de la sacoche levée, là j'ai vu déjà dans la poche avant le pli caractéristique d'un couteau pliant, là, ça se voyait. Reste que c'était plutôt une voie royale, parce que oui, moi j'ai tendance à m'y frotter un peu à ce genre de situation, à aller au charbon, quoi, si vous voulez, à aller mettre un peu ma touche dans ce tableau très fade et très commun, j'en conviens. Question d'éducation, machin, bon, je ne vais pas me vanter, hein, si vous le faites pas, c'est votre problème, vous n'êtes pas obligé de mettre un commentaire rageux, parce que moi je le fais. Donc moi j'ai tendance à monter au charbon dans ce genre de situation, en général. Ça arrive très souvent. Bon. Là, malgré la présence d'un couteau dans l'équation, disais-je, on avait une voie royale. Pourquoi ? Parce que... 2 choses, je dirais, déjà l'agresseur semblait lui-même être un peu étourdi, un peu hébété par sa propre violence qu'il faisait monter progressivement. Ça arrive, des fois, ils ne sont pas tout à fait prêts à assumer eux-mêmes. Donc lui-même était un peu étourdi par sa propre violence. Et le futur agresseur ne m'avait pas vu du tout arriver, pas du tout. Et ne suspectait même pas ma présence, même quand j'étais assez proche. Et donc vraiment... voie royale, pour bénéficier de l'effet de surprise. Donc en vrac, il y avait des tas de choses à faire. Je pouvais sortir un item de mon inventaire pour niveler un peu les chances par rapport au couteau en face, quoi, gentiment. Mais bon, c'est un peu usage unique, ce genre d'item. Là. On s'en sert une fois et après, bon, on est peut-être à l'ombre pendant un bout de temps. Je pouvais complètement, enfin oui, attendre qu'il plonge la main dans son sac et puis saisir le poignet, clé de bras dans le dos, voilà. Parce que je l'avais anticipé. Je pense que je savais qu'il allait sortir un couteau avant que lui-même ne le sache de lui-même. C'était vraiment une situation assez royale, je disais, pour intervenir. Franchement, j'ai connu des cas de figure beaucoup plus hors de contrôle que ça dès le début. Ou, pourquoi pas, et là, ça va commencer à nous rapprocher un peu du sujet de la vidéo, commencer à le voir venir, là, où je veux en venir. La manœuvre la plus tout indiquée, là, pour un assaut volontaire, c'était... tout simplement, puisque je pouvais être derrière l'agresseur sans aucun problème, le bon coup de caisse à outs dans le bulbe, derrière la tête, pour amorcer, pour commencer, déjà, avec, franchement, toute l'attitude pour bien le préparer, bien le faire, etc.
Sympa, c'est pas mal, quoi. Espèce de kung-fu du plombier, là, le coup de caisse à outils derrière la tête. Avec mon armée de Warhammer à l'intérieur, n'empêche. Ah, ouais, on se rapproche du sujet, je vous ai dit. Derrière ça, bon, à partir du moment où tu fais ça pour ouvrir le bal, on va dire coup de caisse à out derrière la tête, bon, c'est bien entamé, je dirais, quoi. Il n'y a plus qu'à. Il y a plus qu'à. Tu descends le plus bas possible, tu t'en serres solidement au-dessus des genoux, c'est important, au-dessus des genoux, et tu soulèves. Après, tu termines, quoi. C'est du travail de finition. C'est du travail de finition. Après une chute pareille, voilà, tu finis d'attendrir l'agresseur et puis terminer, bonsoir, quoi. Eh ben, ce genre de situation, j'en suis quand même suffisamment familier pour savoir qu'on sait comment on les commence, on ne sait pas comment on les termine, quoi. Et à ce compte-là, pour mille et une raisons, j'aurais pu être séparé de ma caisse à outils, ou mon armée aurait pu être endommagée, que sais-je. Tu te fais interpeller par les GPSR dans le lot, coup de filet, tac, la sécurité de la RATP à la station suivante, qui parfois d'ailleurs peuvent te prêter des intentions douteuses et t'inquiéter plus que les agresseurs quand tu percutes trois racailles dans le métro, ça arrive. Ça m'est arrivé. T'inquiéter par ceux qui sont censés assurer ta sécurité, justement, et tu fais le boulot à leur place. Bon, n'empêche que voilà, tu peux finir avec une balafre, une entaille au bras ou n'importe quoi, directement pompier, hôpital, et ta caisse à outils, elle reste dans la rame, quoi. Tu peux être projeté en dehors, d'ailleurs, à la station suivante, quand les portes sont ouvertes, en dehors de la rame avec l'agresseur, et puis ton armée, que tu as mis très longtemps à peindre et dans laquelle tu t'es beaucoup investi, elle continue le trajet sans toi. Il y a plein de cas de figure, voilà, pour lesquels, en fait, ça peut être foutu après pour ma petite collègue. Du coup, cette fois-ci, j'ai décidé de ne rien faire. Ouais. C'est comme ça. Bon, je me suis rassuré, je me suis dit, ouais, ça va, on peut pas être tous les jours un héros non plus, faut laisser un peu la place aux autres, hein, quand même, l'opportunité de briller. Cette fois-ci, je vais le faire à la classique, à la parisienne. C'est pas mon problème. On garde ses pompes et on verra. Fin de l'histoire, il se trouve que il ne s'est rien passé. Le mec a reculé. Il a probablement eu peur de sa propre violence. Il n'y a aucune opposition qui lui a été faite, mais simplement il est sorti, rangé aussitôt son couteau. Finalement, il s'est barré à la station d'après. Donc voilà, rien d'alarmant. Enfin, n'empêche que j'y ai pas été cette fois-ci. Et j'y ai pas été. Bon, des fois, la présence de proches et le fait de les mettre en danger, c'est quand même une barrière, ça c'est sûr. Mais là, pour le coup, c'était voie royale, quoi, encore, je dis, pour intervenir. J'y ai pas été quand même, parce que dans ma caisse à outils, il y a énormément d'investissement de temps, énormément d'investissement émotionnel, pas mal d'investissement financier aussi, on va pas se mentir. C'est une armée de Space Marines, en l'occurrence, que j'avais chérie, choyée. J'étais fait chier à aller commander des escouades d'assaut juste pour avoir les jambes qui courent pour les escouades tactiques et jeter le reste. Faut que j'exagère, mais enfin bon, ça va dans la boîte à bits, mais c'est relativement similaire au fait de le jeter pour le peu qu'on s'en sert, parfois. Je m'étais commandé des pièces Forge World pour avoir les patterns d'armure que je voulais disséminer comme ça au sein de mon armée, ça et là. Donc, avec la paye un peu modeste d'agent d'entretien de l'époque, c'est précieux, quoi, cette histoire, à tous les niveaux. Mais le niveau émotionnel restant vraiment le principal, finalement. C'est vraiment le principal. Donc pourquoi je vous raconte tout ça ? C'est pas pour me la raconter, pour dire qu'en général, quand j'entends des cris de gros asins d'un parking de supermarché ou je sais pas quoi, j'y vais. Ou quand je vois une situation violente, j'y vais. Non, loin de moi cette idée-là. Je sais que certains le verront forcément comme ça, mais ça me dit peut-être plus sur vous que sur moi à ce moment-là, si vous le voyez comme ça. C'est pas pour faire un pavé MMA. Hein, c'est pas pour vous dire, voilà, je pourrais battre un gorille à main nue. Sans rire, je pourrais. 7 ans de MMA et 6 ans de boxe en parallèle. Enfin, voilà. J'ai juste à attendre que le gorille me charge, et là, à la moindre erreur, il est cuit. Petite pensée quand même pour ceux qui n'auront ni la ref, ni la lecture de langage corporel minimal pour voir que, en fait, la communication non verbale de mon visage, elle a dit que c'est du second degré, c'est l'ironie. C'est triste, mais il y a des gens premier degré quand même, qui rôdent comme ça, même sur la chaîne. C'est dommage. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est pas pour ça que je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire que quand on a un tel degré d'attachement à son armée,
rien d'étonnant à ce que ça ait des conséquences sur la table de jeu aussi. Et oui, ça peut avoir des conséquences à plein de niveaux. Soit parce que on est très attaché mot pour mot, en fait on s'est laissé embarquer complètement par la description en termes de lore de son armée, au point de s'attendre à retrouver un petit peu la même chose sur la table de jeu, soit parce que soi-même d'ailleurs on s'en fait une trop haute idée même du lore de ces figurines, au point où finalement la réalité concrète qu'elles revêtent l'espace de la partie à travers le jeu nous paraît d'autant plus décevante. Soit parce que même la jouabilité concrète que l'on trouvera au sein d'une partie, même si on gagne, même si son armée est bonne, la manière dont elle se joue nous paraît trop éloignée de son lore qu'on aime tant, ou ça peut même être lié, non pas à une dimension affective par rapport au lore de l'armée, ou une perception en tout cas de celle-ci qui rend la réalité du jeu décevante, mais ça peut même être lié au modélisme. On s'est investi tant et tant dedans que, passé un moment, on se retrouve avec une collection de figurines où, sur le curseur qui va du pion de jeu jusqu'à la pièce d'exposition, on est un peu trop du côté de la pièce d'exposition, même à son humble niveau, même si c'est pas époustouflant en soi, reste qu'on y a consacré beaucoup d'attention au modélisme, bien plus que nécessaire pour un simple pion de jeu coloré, et ça nous fait basculer un petit peu du côté pièces d'exposition, encore une fois, même si elles ne sont pas belles, c'est le degré d'investissement, on va dire, qui compte de la personne. Si bien que on a ces pièces d'exposition, entre guillemets, embarrassantes à manipuler, comme on est censé le faire durant une partie pourtant, où c'est absolument nécessaire, en fait, finalement, de les manipuler, et souvent à la va-vite, avec un certain empressement, enfin, sans un soin particulier, quoi. On est censé les manipuler, les figurines, ça fait partie du jeu, quoi. Bon. Donc tout cet ensemble-là, ça peut vous conduire droit vers la déception lors des parties. Une part peut être imputable à l'éditeur du jeu. Par exemple, il ne produit pas des règles qui correspondent au lore que lui-même édite. Ça, bien sûr, hein, c'est indéniable. C'est indéniable. Reste que, si vous avez un trop fort attachement émotionnel à votre armée, quoi qu'il arrive, vous serez déçu dans un jeu qui consiste essentiellement à tuer des figurines et se faire tuer des figurines. En dernière analyse, Warhammer, ça reste un jeu de bataille, même s'il y a des scénarios narratifs qui viennent lisser tout ça, même si les enjeux, ou d'ailleurs pas narratifs du tout, même des scénarios de tournoi, qui reposent beaucoup sur les objectifs, etc., et sur le scoring, hein, beaucoup plus que sur l'attrition. Malgré tout, comment est-ce qu'on obtient ce scoring? Comment est-ce qu'on satisfait à l'objectif narratif de la mission? Comment est-ce qu'on gagne, tout simplement, ou perd? C'est via cette mise en scène de la confrontation de deux armées avec des morts de deux côtés. Donc quoi qu'il arrive, vos figurines et les petits personnages qu'elles représentent vont mourir. Voilà. Dans des proportions qui varient d'une partie à l'autre, mais souvent, c'est une grosse part de votre armée qui va forcément quitter la table. Et ça, c'est les prémices du jeu vraiment qu'il faut accepter. C'est beaucoup moins facilement acceptable pour une armée, je dirais, de PJ, personnages joueurs, on va dire, par rapport à une armée de PNJ, personnages non joueurs. Ça, c'est une terminologie que je ramène un petit peu du jeu de rôle, on va dire, ou du jeu vidéo aussi, dans Warhammer. Mais c'est très clair pour qui la comprend bien, s'il est familier du jeu de rôle ou du jeu vidéo. Il y a des armées de protagonistes, de héros, même parfois d'anti-héros, mais anti-héros, il y a héros quand même dedans, quoi. Et puis il y a des armées en face de mobs, de grunts, où toute l'armée n'est finalement qu'une péripétie quelque part, à part un ou deux personnages qui ont leur personnalité. Le reste, c'est des trucs qu'on pourrait trouver sur le tableau des rencontres aléatoires d'un tableau de Donjons et Dragons, ou au sein d'un jeu vidéo comme les mobs en face à éliminer, quoi. En vrac, ça peut être quoi dans les deux catégories? Bon, côté personnage joueur, on va dire armée, héroïque, armée de héros, bah, toute armée impériale, à commencer peut-être par certaines armées en priorité, les Space Marines par exemple,
Ça peut être les Eldar des vaisseaux au monde. Tragique, machin, tout ce qui va avec. Franchement, tout ce qui est associé à ça, c'est quand même... c'est très prégnant émotionnellement, potentiellement. C'est chaque gardien défenseur de votre armée, c'est un civil sur son vaisseau monde, à part pour Ultway. Il a une vie en dehors de ça, il a des siècles, voire des millénaires d'existence. Puis, enfin, vraiment, c'est quelque chose quand même, cette race à l'agonie. C'est pas rien. En gros, c'est beaucoup plus indolore d'enlever un orc de Sawag que un gardien de son vaisseau monde. Dans le reste des armées comme ça de personnages joueurs, je vais les avoir énumérés, c'est quand même principalement impérial. Eldar, on disais un petit peu. Et puis, on peut en avoir d'autres sans doute à ajouter. Pourquoi pas les Kog'Maw sortis récemment ou ce genre de choses. Les Ligues de Votann. Bon. En face, qu'y a-t-il de plus PNJ, de plus mob, de plus grunt qu'une armée d'orques, de tyrannides, d'Eldar noirs, déjà dans une moindre mesure, mais ça dépend, il y a différentes manières de les apprécier, mais quand même. Dire, tout ça c'est de la saloperie, c'est une péripétie, quoi. C'est l'embûche sur le chemin de l'armée héroïque, c'est eux la difficulté en face. Même si vous pouvez éventuellement avoir vos personnages hauts en couleur dans les armées de grottes et de grunt, et de mobs, n'empêche que, voilà, pour l'essentiel, démons du chaos aussi. Voilà, c'est vraiment des armées de PNJ quand même, pour l'essentiel. Un autre truc à ajouter à ça, outre le fait que les figurines soient censées être tuées sur la table, tout simplement, c'est le principe du jeu. Il y a aussi autre chose, c'est que Warhammer a beaucoup changé au fil de ses éditions, dans ses règles, mais il y a toujours cette mécanique centrale qu'on retrouve d'édition en édition, cette séquence d'attaque classique, jet pour toucher, jet pour blesser, jet pour sauvegarder. Voilà. Ça reste les fondations de Warhammer, enfin en tout cas dans le jeu, jusqu'à présent, et on a toujours le sacro-saint D6 qui est la pièce centrale sur laquelle tout repose finalement. Voilà, le D6 porteur. C'est le D6 porteur de tout le système de jeu Warhammer. Or, ce D6, en termes de game design et de choses comme ça, il a ses avantages, il a ses inconvénients. À tout prendre, je pense que ça reste sûrement le plus intéressant pour ce genre de wargame. L'ergonomie, déjà, c'est très con, mais simplement le form factor, le fait qu'on puisse en tenir 10, 20 dans sa main et faire un jet de 10, 20 dés, qu'on ne peut pas faire avec des D12 ou des D20, enfin c'est plus compliqué, quoi. Il faudrait des mains énormes. Enfin, c'est plus délicat. Il a une lecture simple aussi, le D6, parce que le D20, quand vous en jetez 20, c'est autre chose. Bon, n'empêche que c'est sur lui que tout repose. Et ce dé, il exprime jamais que 6 résultats différents. Il n'a pas beaucoup de granularité, on va dire, dans les résultats exprimés. Si bien que, si vous prenez le meilleur tireur de la galaxie, toute espèce confondue, auquel vous confiez la meilleure arme de la galaxie, encore une fois, peu importe sa provenance technologique, au mieux, vous obtenez 2+, et 2+, comme jet pour toucher et pour blesser. Mettons de côté les jets de sauvegarde, c'est une arme qui annule les sauvegardes, évidemment, puisque c'est la plus puissante de la galaxie. N'empêche que 2+, et 2+, c'est 70% de chance de réussite. Au final, pour faire 2+, puis 2+. C'est pas génial. Ça veut dire seulement que ça fonctionne aux 2/3. Et j'ai pris l'exemple du truc le plus puissant qui soit, purement imaginaire. Ok. Hors règle spéciale, on va dire blessure mortelle, relance des 2 jets, on en arrive à ce taux de fiabilité maximal. C'est un peu l'architecture du jeu qui veut ça. Inversement, quand on prend les trucs, le pire tireur de la galaxie, mettons, avec vraiment l'arme par destination la plus pourrie qui soit, c'était 6+, force 1, ça restera 6+, 6+, 6+, 6+, c'est 1 divisé par 6 et redivisé par 6 derrière, et ça de mémoire, ça nous fait, je ne sais pas le faire de tête, mais de mémoire, ça nous fait un truc genre 0,03, 0,028, oui, 0,027, 28, 29, un truc comme ça. C'est pas beaucoup, ça c'est sûr. Reste que, multiplié par 10, multiplié par 20,
pour correspondre par exemple à une escouade de ces pires tireurs de la galaxie avec les pires flingues qui soient, ou ouais, peut-être qu'ils ont tir rapide quand même, ils tirent 2 fois à 12 pas, donc c'est 10 gus, ils vont le faire 20 fois, ce petit tir qui a 0,028 chances de réussite. Multiplié par 20, ça augmente considérablement les chances, ça reste faible, mais ça reste suffisamment commun d'occasionner une blessure par ce biais-là pour que la glorieuse et sombre saga de votre Seigneur du Chaos s'arrête au moment d'un tir de pétoire grotte. Ouais. C'est-à-dire le pistobule d'un gobelin, quoi. Qui... Terminé. Terminado, le Seigneur du Chaos. Ouais. Juste avant d'arriver à son ascension en tant que prince démon. C'est ballot quand même, hein. Putain, il se fait buter par un gobelin sur la ligne d'arrivée. Ça arrive dans le jeu. C'est même pas rare en réalité. On peut prendre des cas de figure où on oppose des trucs des archétypes classiques. Je sais pas, on va prendre le Space Marine d'un côté, le produit phare de Games, correspondant à la grosse majorité des ventes. Presque tout le monde en a une armée, et si il n'a pas d'armée de Space Marine dans sa collection, il va affronter les armées de Space Marine. Donc, quoi qu'il arrive, on retombe toujours sur eux. On va l'opposer au truc, je sais pas, moi en face, je vais pas prendre le Gretchen parce que c'est 2 fois le même exemple, mais on va le comparer à un cultiste du chaos, pour que ce soit quand même thématiquement opposé, et en même temps, c'est une figurine classique, banale, qui existe, quoi. Ok. Cultiste du chaos. Un cultiste du chaos, c'est quoi? Un cultiste du chaos, c'est un locteux avec une arme par destination, ou éventuellement une arme à feu, mais archaïque. Ouais, bon, des armes encore à poudre, quoi, des armes... Enfin, je vais forcer un peu le trait, parce que c'est pas tout à fait ça quand même. Mais fondamentalement, c'est un clodo qui a trouvé un 22 long rifle, quoi. C'est presque ça. Je force un peu, mais c'est presque ça. À côté de ça, un Space Marine, c'est quoi? C'est un putain de demi-dieu hellénique, c'est autre chose quand même, quoi. Le fait que dans le jeu, le second ait des chances faibles, très faibles, mais pas non plus négligeables, de dézinguer le premier, et ça, il faut l'avaler, quoi. Il faut l'avaler quand même. Et il y a des joueurs pour qui ça passe crème, et ça ne pose aucun problème. Il y en a d'autres pour qui ça va toujours être un frein à leur plaisir de jeu, quoi qu'il advienne. Ils vont pas forcément être mauvais joueurs pour autant, ils vont pas forcément partir en mode t'as tué mon bonhomme, ils vont peut-être être très gentleman wargamer, très fair play, tout ce qu'on veut, mais il y a une petite amertume quand même cachée derrière, quoi. Ça les emmerde. Moi, ça m'emmerdait. Ça m'emmerdait profondément à l'époque où je jouais à Space Marine, à cette période-là en tout cas, cette armée-là de Space Marine. Ça me saoulait. Vraiment, se faire dézinguer une demi-escouade de 5 par les Smart Missile Systems qui sont jamais que l'arme secondaire, quoi, des broadsides de taux par exemple, vraiment éliminer sans ligne de vue comme de la vermine, quoi, comme du menu fretin, c'est... ouais, ça freinait mon plaisir de jeu considérablement. Bon, que faire par rapport à tout ça? Encore une fois, les causes. Bon, je crois qu'on les a bien cernées, bien identifiées, là. On a trop d'attachement émotionnel dans son armée, que ce soit à travers le lore, que ce soit à travers le modélisme. On a trop d'attachement, trop d'affection. Que peut-on faire en guise de solution? Moi, mon meilleur conseil, ce sera de jouer une autre armée. Bon, ça va, c'est rare quand même les joueurs de Warhammer qui ont une seule armée pendant toute leur décennie de passion. C'est rare. Essayez au moins d'en jouer une autre. Vous faire prêter une autre armée, jouer avec l'armée d'un pote ou que sais-je. Mais passez du côté mob, passez du côté grunt, passez du côté où on enlève les figurines bien volontiers. Moi, j'ai eu ça dès que je suis passé à des armées autres, par exemple, que ce genre d'armée de Space Marines. Il y a longtemps, hein, dans le passé, donc par exemple... c'est des armées qui sont même plus en ma possession, mais on va prendre un exemple que vous connaissez, typiquement, sur la chaîne, mes gardes impériaux, là, les lions de Santarcus. C'est typiquement une armée, parmi d'autres expérimentées par le passé,
que je vais jouer de ce côté sans aucune retenue sur cet aspect-là. C'est-à-dire que je n'ai pas cette éventuelle amertume de retirer de la figurine. Pourquoi ? Parce que c'est dans le thème, parce que ça me va, parce que... Quelle est la spécialité de la garde impériale ? Qu'est-ce qu'un garde impérial fait de mieux ? Mourir. Mais mourir debout, mais mourir quand même. C'est ce qu'ils font de mieux. Donc là, je les retire par pelletée entière de la table de jeu, on me dit tiens, 12 morts. Je suis là, une poignée dans c'est quoi, une poignée dans celle-ci. Il y en a un peu plus, je vous le laisse. J'en ai rien à foutre, fondamentalement. C'est même au contraire un truc qui leur va bien. Ça leur va bien de mourir. Ils le font bien. C'est dans le thème de l'armée. Il se trouve que ça correspond à leurs règles pour l'essentiel, c'est bien foutu. Ça marche bien. Ça marche bien. Les armées de mobs, encore une fois, ou les armées de PNJ, elles sont nombreuses, quoi. Orques, démons, tyrannides, ce genre de choses. Voilà. Et pas toujours celles qu'on croit, où on peut adapter le truc à sa manière. Cette éventuelle frustration dont je parle, on pourrait le retrouver dans des rôles où finalement c'est l'armée de Space Marines du chaos qui est l'armée de protagonistes, l'armée d'anti-héros, l'armée avec vraiment ce caractère singulier, et en face les PNJ, les mobs, ça peut être l'armée garde finalement qu'oppose l'adversaire. Donc c'est pas forcément un truc Imperium contre Xenos ou Chaos. C'est vraiment la nature, on va dire, de ces armées-là. Donc voilà, en somme, je crois que c'est le meilleur conseil. Pourquoi ? Parce que des jours meilleurs viendront peut-être pour votre armée, en termes de rédaction de règles par l'éditeur, ou tout simplement que vous changerez de point de vue, vous les verrez différemment dans le temps, ne serait-ce que l'attachement, si c'est un problème d'attachement d'un point de vue modélisme, il va décliner dans le temps, naturellement, et c'est une bonne chose. C'est un peu comme un objet neuf qu'on a tendance à sacraliser un peu. Bon, à plus forte raison là parce qu'il demande un effort en plus en amont. C'est nous qui le fabriquons, enfin qui le peignons, quoi, qui le fabriquons en quelque sorte. Mais ces objets neufs là qu'on fabrique, qu'on obtient, on les sacralise un petit peu pendant quelques temps, puis ça devient un objet plus naturel du quotidien. Dont on se sert de manière plus décomplexée. Les téléphones portables, typiquement pour tout le monde, ça a tendance à faire ça. Les premières 48 heures, oh là là, on explore sérieusement les menus, on en prend vraiment bien soin, on sent quel coq est-ce que je vais utiliser pour bien le protéger, machin, et puis 2 semaines suffisent à faire de cet objet finalement dont on prenait bien soin et qu'on révérait presque un petit peu. Ça suffit à en faire un genre de galet magique à travers lequel on voit Internet, quoi. Mais on le traite avec le même égard qu'un galet, juste on voit Internet, mais sinon le truc on le traite sans respect, quoi. Ça pourrait être un cale-porte, quoi, limite. Et c'est bien. On ramène l'objet à sa juste valeur, on va dire, pour une utilisation saine et normale. C'est très bien comme ça. Quelque part, une armée de Warhammer, c'est pareil. Donc de ce point de vue-là, l'attente peut finir par produire son effet si c'était un blocage par rapport à votre propre modélisme, on va dire. Vous aimiez trop votre armée de ce point de vue-là. Peut-être aussi que c'est lié, c'est beaucoup plus vraisemblable à mon avis à leurs règles, et il se peut que l'éditeur à un moment donné produise des règles qui soient parfaitement satisfaisantes pour vous, d'un point de vue gameplay. Ça vous va. Prenons l'exemple des Space Marines, aujourd'hui je les rejoue, mais avec un grand bonheur, sans aucune amertume, même s'ils meurent. Même s'ils meurent parfois sur des trucs assez cons, c'est vrai que ça arrive encore. Mais, n'empêche que, le temps a passé, ils ont quand même 2 points de vie de série maintenant. Tout ce qui va être dans la gamme Primaris va tendre à être individuellement plus puissant que ça ne l'était dans les éditions passées et avec la gamme premier-né. Donc, à tout prendre, globalement, c'est costaud, quoi. Plus qu'avant. Et c'est aussi plus létal. Pas beaucoup, mais sensiblement quand même. Enfin, par exemple, le tir rapide maintenant à 24 pas, le fait d'avoir 2 tirs à 24 pas ou ce genre de choses. La règle, le serment de l'instant, ce genre de choses, ça les rend beaucoup plus efficaces individuellement, de sorte que ça fait aussi mieux passer la pilule de la différence entre leur lore et leur gameplay finalement. Ok. Donc vous voyez, le temps peut suffire, mais en attendant, changer d'armée, c'est l'antidote le plus rapide. Tout de suite, vous pouvez expérimenter Warhammer sans
ce petit sable dans les engrenages, là, sans ce petit truc qui vous retenait pour ressentir vraiment le plaisir d'une partie, vous êtes débarrassé de ce truc-là quand vous passez une armée de PNJ. Bien, bonne peinture, bon jeu. Là-dessus, je vous dis à la prochaine et écran de fin.